Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui nous sommes le mardi 29 octobre, 9h du matin à Santa Monica. Il fait bon, bonne température, il y a un peu de vent, ça me fait rappeler un peu la Nouvelle-Angleterre, la première fois que j'y suis allé. Et aujourd'hui la phrase du jour c'est aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. C'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Bill Keane. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler encore une fois des traumas de l'enfance et leur impact sur la vie. J'hésite toujours à chaque fois, j'ai des hésitations à parler de tout ce qui est trauma, aliénation parentale, tout ça. J'ai l'impression que ça va devenir mon identité et j'ai pas trop envie de ça. Mais bon, peut-être qu'il faut bien que quelqu'un se donne. Donc ce qui est fascinant, c'est que plus je fais cette chaîne et plus c'est comme si j'ouvrais des tiroirs et à chaque tiroir j'ouvre, il y en a un autre. Et j'avoue qu'entre autres, cette chaîne me permet de faire plus d'avancer que, en tout cas dans une certaine direction, plus que ce que je pourrais avoir avec une thérapie. Et j'en ai fait. Et donc voilà, j'avais rédigé une petite structure pour cet épisode. Avec le vent, j'ai tout perdu. Et donc voilà. Avant de commencer sur mon papotage sur les traumas, je voulais juste partager le fait que une des raisons pourquoi je faisais cette chaîne, c'est parce que j'ai plusieurs objectifs de vie, notamment familiaux. Et l'un de mes buts, c'est de briser la chaîne de l'aliénation parentale, où les enfants rejettent un des deux parents de génération en génération. Et j'espère que ça va s'arrêter avec moi. Et l'autre chose, c'est pour permettre cela et pour créer de nouvelles fondations, je dirais personnelles et j'espère familiales, c'est en me livrant à cet exercice, de pouvoir permettre à l'autre, quel qu'il soit, à l'ami qui est chez lui, à l'autre bout de la planète, ou à mes enfants ou à mes neveux, de pouvoir oser un jour communiquer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vécu, de bien ou de mauvais ou de traumatique, et de communiquer cette idée qu'on a tous le droit de communiquer nos émotions, ce qu'on a traversé, nos perceptions, sans avoir honte ou avoir peur. Et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui m'ont connu, si j'ai pu leur faire du mal ou de ne pas hésiter à l'exprimer, je ne me fâcherai pas. D'ailleurs, je me fâche rarement, enfin, je crois. Et donc, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je voulais parler des traumas de l'enfance. Et en introduction, je voulais parler d'un psychologue que vous devez certainement connaître. Un psychologue américain de la famille, spécialisé dans les traumas de l'enfance et les traumas intergénérationnels, qui s'appelle Gabor Maté. Et il disait que dans l'enfance, tous les enfants vivent des traumas. Mais le gros problème, c'est que certains enfants vivent des traumas sans avoir un cadre dans lequel ils puissent comprendre, se sentir soutenus, que quelqu'un les serre dans les bras, leur explique, afin de pouvoir, je pense, processer les émotions. Et moi, j'ai une tripotée de traumas de l'enfance que j'ai dû lister d'ailleurs. Et je n'ai eu personne à ces moments-là pour me consoler, m'expliquer. Au contraire, les traumas, c'était dans ta gueule et c'était normalisé. C'était du genre, c'est comme ça. Et je soupçonne grandement que c'était surtout lié à une grande immaturité émotionnelle de la part de mes parents et que je dirais même à un tel niveau que ça devait être un handicap. Et
Et donc voilà, donc j'avais fait l'autre jour une liste de mes traumas après avoir discuté avec un de mes coachs. Et j'ai 2 coachs amis répartis dans le monde. J'en ai un en France et j'en ai un au Canada. Et donc, de temps en temps, je bénéficie de leur sagesse et de leur mentoring. Et donc, un des traumas de l'enfance que j'ai eu, qui a été pour moi assez spectaculaire, mais quand je le raconte au début, tu te dis, c'est pas un trauma. Mais dans ma perception de l'enfant, je l'ai vécu vraiment comme quelque chose d'horrible. Et donc, bref. Le trauma que je vais décrire est le suivant. Je devais avoir 9 ans, 10 ans. Et le truc, c'est que j'aimais mes parents de manière folle. Et j'avais ce désir secret que je n'ai pas réussi à communiquer. Hein. C'est de demander à mes parents de me serrer dans leurs bras. Je pensais que c'était les parents qui faisaient ça sans que les enfants demandent. Je ne savais pas le demander. Et j'ai grandi avec cette frustration d'avoir des expressions d'amour qu'un enfant attend, c'est-à-dire une étreinte, un câlin, un bisou. Et c'est resté une frustration en moi, un manque qui n'a pas arrêté de grandir. Et donc, moi j'étais là, j'adorais faire des blagues. Et c'était un soir, il devait être 9h du soir. Et on avait à l'époque, c'était à Aubervilliers, et il y avait une grande salle à manger énorme. Et en général, le soir, mes parents traversaient de salle à manger sans même allumer la lumière. Donc ils passaient d'une pièce allumée, traversaient la salle à manger éteinte pour accéder à une autre pièce allumée. Et j'ai décidé de me dire, tiens, je vais faire peur à ma mère, et je me suis caché derrière une chaise à l'autre bout de la salle à manger. Et ma mère est arrivée et elle a traversé. Et à ce moment-là, je suis sorti en criant, en faisant waouh pour lui faire peur. Et effectivement, elle a eu peur, elle s'y attendait pas. Et elle a eu tellement peur qu'en fait, elle a eu cet automatisme, ce réflexe, c'est de me dire une phrase qui m'a marqué à vie. Quand elle a vu que c'était moi j'étais mort de rire en espérant qu'on allait rire ensemble. Et en fait non, ça l'a pas fait rire du tout. Et au contraire, elle m'a dit regarde-moi ce petit monstre, cet horrible petit monstre. Et un truc horrible. J'ai senti l'insulte comme un vomi de mots. Et c'est sorti tellement automatiquement que je l'ai vraiment vécu comme une violence. Et ce qui est tragique, c'est que si j'avais été dans un cadre familial plus sain, plus calme, un peu plus mature émotionnellement, où on se fait de temps en temps des câlins, tout ça, je l'aurais pris peut-être comme une blague. Mais comme il y avait très peu, voire pas du tout d'expression d'amour tactile, je l'ai pris pour de la vérité. Donc quand ma mère m'a dit ça, vu mon attachement profond que j'ai pour ma mère, je l'ai reçu comme ma mère, elle m'a dit la vérité, quoi. Et donc ça te vrille le cerveau parce que tu grandis tout petit en attendant qu'on te serre dans les bras et ça n'arrive pas. Ta mère te balance un truc, une phrase qui tue, et donc ça renforce l'idée que tu vaux pas grand chose finalement. Donc moi, à partir de ce moment-là, je pense pas que ce soit juste à ce moment-là, j'ai grandi avec l'impression que je suis écoute, j'ai grandi en me disant je suis le canard noir ou le canard boiteux. Et dans ma tête, je me suis dit, oh là là, j'ai internalisé le truc à un point où je me suis dit, bon, Thème, tu vas devoir, si tu veux t'en sortir, compenser sur d'autres aspects. L'humour, l'intelligence, la créativité. Donc, en gros, je me suis dit, bon, tu vas en chier et il va falloir démultiplier d'autres options. Parce que là, apparemment... donc, j'ai grandi en me disant que j'étais pas assez et qu'il fallait que je compense. Et ce trauma m'a suivi toute ma vie. J'ai une collection de traumas, je dois en avoir une vingtaine, des trucs cosmico
épique. Et il s'est passé que j'ai vécu ma vie comme ça, en cachant tant bien que mal cette insécurité. C'est uniquement après mon divorce que j'ai eu l'électrochoc, où à ce moment-là j'ai commencé à réaliser que j'avais une constellation de pensées limitantes et de perceptions fausses. Et j'ai eu la chance après de rencontrer des personnes magnifiques, de grande maturité émotionnelle et capables de recevoir et de donner de l'amour. Et donc voilà, ce que j'expliquais avec ce trauma, c'est que des fois tu peux avoir quelque chose que lorsqu'on le décrit, on se dit c'est pas un trauma, mais simplement le cadre dans lequel tu vis, comment ça se présente, et donc moi qui vivais une sorte de frustration, qui avait une sorte d'amour infini pour mes parents et ma mère, ne recevant pas cette tendresse, ce calme, et cette phrase, pour moi, je l'ai prise comme à 1000%. Et donc, c'est marrant, grâce à cette chaîne, j'ai des accès, c'est YouTube qui, avec l'algorithme, me balance des recommandations. Et là, dernièrement, je suis tombé sur un phénomène psychologique que j'arrivais pas à expliquer, et qui s'appelle le phénomène de sidération. Et donc, il y a beaucoup de phénomènes dans mes comportements depuis l'enfance que j'arrivais pas à comprendre, des sortes de limitations, des moments dépressifs, ou des moments où j'étais dans ma bulle, dans ma tête, des moments où tu es figé pendant des heures, tu sais pas si c'est de la contemplation ou juste une dissociation entre l'esprit et le corps. Et donc il y a ce phénomène de sidération qui est en fait, quand tu grandis dans un environnement instable, moi j'ai eu l'impression d'avoir grandi dans ma perception d'enfance, et j'avais l'impression que mon enfance était la guerre du Vietnam, et que j'avançais sur un terrain miné, et qu'à tout moment ça pouvait exploser ou ça pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on dit, je mettrai le lien d'ailleurs de ces 2 épisodes que j'ai découvert d'une personne qui a l'air d'avoir une sorte d'enfance similaire à la mienne, qui s'appelle Randa, et j'ai trouvé génial 2 de ces épisodes qui parlent de la sidération, donc je les mettrai en description. Et donc moi j'ai grandi avec des caractéristiques liées à l'hypersensible, mais que j'ai vécu comme des handicaps et comme des malédictions, avant de me rendre compte qu'en fait je pense qu'une bonne partie ont contribué à mon talent sensible et artistique. Et donc là, il y a eu ce phénomène de sidération. Heureusement qu'il y a le mot aujourd'hui. Moi j'ai cru que j'étais en errance, incapable de m'intégrer, de connecter avec le réel. Et je me rappelle à l'école, j'avais des moments où j'arrivais pas du tout à me concentrer. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ce qui se passe, ce que Randa décrit bien dans ses vidéos, lorsqu'elle parle de la sidération, c'est qu'il y a l'enfant, en fait, quand il est gamin, il n'a pas grand-chose pour pouvoir survivre les dysfonctions de ses parents. Donc s'il est dans un cadre ultra dysfonctionnel, en général il y a 3 options, c'est-à-dire la fuite, le combat ou la sidération. Quand tu es tout petit, il te reste que la sidération. Et la sidération, de ce que j'en ai compris, c'est une sorte de séparation entre l'esprit et le corps, où en fait tu te retrouves à des moments où ton système nerveux est genre éteint, et tu peux pas te concentrer, tu te déconnectes du temps, donc tu as des moments d'absence pendant 5 minutes, 10 minutes, tu sais pas où tu es, tu sais pas ce qu'il faut faire. Et j'ai eu ça énormément durant mon enfance. Donc j'étais à l'école et j'arrivais pas du tout à écouter. J'étais là en classe, assis, et je pouvais avoir 15 minutes où j'avais
j'avais la vidéo sans le son, et j'étais dans ma tête j'avais l'impression que j'étais encore astral, et j'étais dans l'espace en train de visiter des planètes. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était lié à mon hypersensibilité et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je réalise que c'est en fait un mécanisme de défense où le corps se met en mode léthargique, une sorte de sidération, et il ne sait plus quoi faire. Et quand tu vis dans une enfance où tes parents se déchirent tellement la gueule que finalement tu as l'impression que le lieu où tu devrais être en sécurité, c'est un lieu de danger, et donc ton esprit, ton système nerveux passe en mode je me mets en pause. Et ce qui n'a pas aidé en plus, c'est que j'ai cherché à trouver la paix avec mes amis, tout ça, mais comme on est passé de banlieue en banlieue, j'ai eu une bonne partie de mon enfance à La Courneuve, et les racailles, tout ça, ça m'a saoulé. En fait, j'avais l'impression que j'étais cerné, c'est-à-dire qu'il y avait du chaos et de la violence au sein du cadre familial, et il y avait de la violence en banlieue, avec mes interactions avec des grosses racailles et de l'ultra-violence. Donc j'avais l'impression que j'étais cerné, et donc heureusement que j'ai eu la chance de rencontrer des amis et des personnes, des âmes lumineuses extraordinaires que j'aime, et et que j'honore encore aujourd'hui, et qui ont été pour moi des îlots de paix, d'amour et de joie. Et donc il y a eu ce phénomène de sidération qui continue toujours pour moi aujourd'hui. Il y a des moments, j'ai des moments où j'ai des pertes d'énergie, d'inspiration lorsque je repense à mes souffrances. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la dépression. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, non, c'est peut-être pas la dépression. Ça doit être un truc hybride entre dépression et sidération. Et entre parenthèses, je voudrais répondre à certains qui me diraient « Ouais, peut-être que tu te prends trop la tête, tu devrais faire une thérapie, tout ça ». Je crois que ces personnes-là ne réalisent pas qu'en fait, il y a la manière normale du normo-pensant qui est va faire une thérapie, et voilà. Et en fait, la vie, c'est pas ça, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse juste la psychologie, une sorte de multi-ramification de vie, où finalement, il y a des sortes de corrélations d'ordre spirituel liées au sens de la vie, où en fait, parfois dans la vie, il faut faire des pieds et des mains, tâtonner, se tromper, tomber, se relever, essayer des trucs. Et c'est pas forcément ce que tu découvres, ce que tu essaies qui va être la solution. C'est parfois le tâtonnement. Et moi, en faisant cette chaîne YouTube, ça me permet de pouvoir, d'une certaine manière, m'exposer, de briser certains tabous, et d'être dans un exercice inconfortable et inconfortant pour justement espérer révéler, ouvrir la boîte noire en moi, et peut-être accéder pleinement à ma lumière. Donc voilà, ça c'était la sidération. Et le truc que j'ai eu en réflexion dernièrement concernant les traumas, il semblerait que de génération en génération, il y a une sorte de transmission d'héritage traumatique. On appelle les traumas intergénérationnels. Et moi qui suis très visuel, je le vois comme un héritage spirituel. C'est-à-dire que s'il n'est pas... c'est comme si on assignait des missions aux enfants. Si les parents ne font pas leur travail, si les parents reçoivent des traumatismes de leurs ancêtres, de leurs parents eux-mêmes. Donc il y a une sorte de transmission de souffrance qui s'exprime par des comportements qui eux-mêmes traumatisent les enfants, et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit se lever, qui dit « Bon, ça suffit le bordel, on va
on va en discuter, hein, ça c'est un rêve, tu peux pas en discuter avec qui que ce soit quand tu as des membres de la famille d'une immaturité, mais le truc c'est qu'à un moment donné, quelqu'un dans la famille doit décider de dire bon ben, toutes ces souffrances doivent s'arrêter, et elles s'arrêteront avec moi. Et donc moi j'ai pris la décision, quand j'ai vu le bordel, que toutes mes tentatives de fuir mes traumas de l'enfance en fait ne marchaient pas. Quand tu as des casseroles, tu peux courir autant que tu veux, tu peux à l'autre bout de la planète, les casseroles elles te suivent. Donc à un moment donné il faut passer en mode combat, se retourner, faire preuve d'extrême résilience, d'introspection, prendre sa part, sa responsabilité, voire même accepter de tout prendre sur ses épaules. Et aujourd'hui, dans mon désespoir, vu que je dois faire une chaîne YouTube pour pouvoir parler de ces choses-là, parce que je pense que dans ma famille, ou même avec certains amis, je ne peux pas avoir ce genre de dialogue parce que ça va les saouler, et puis chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais donc je pense que les traumas, c'est une sorte d'héritage pourri, horrible, destructeur, qui se transmet de génération en génération. Et à un moment donné, quelqu'un doit décider de briser ce cycle intergénérationnel. Donc c'est comme si en fait tu avais des grands-parents qui avaient souffert. Il y a toujours cette forme d'inconscience ou de déni qui fait que leur instinct de survie s'exprime sous la forme de violence ou d'abus ou inconscient qui affecte les enfants. Et les enfants, eux, donc traînent ces traumas et éventuellement les transmettent à leurs enfants. Et donc moi je pense que les traumas, j'ai l'impression que les traumas c'est comme si et ils s'accumulent, hein, ils deviennent confus, complexes et se mutent. C'est comme un virus en fait, et ils se mutent suivant les périodes, les cultures et les environnements. Et donc je pense qu'il faut c'est comme si en fait il y avait c'est comme s'il y avait des missions qui étaient assignées à chaque génération. Donc mes parents, on leur a assigné une mission de merde, où on leur dit voilà, c'est le bordel, tes ancêtres, bien sûr c'est des missions inconscientes, mais que j'invite à chacun d'identifier, hein. Sinon ça devient des forces invisibles qui te manipulent. Et donc mes parents ont eu chacun une mission qu'ils n'ont pas su résoudre. En se mettant ensemble, les deux missions deviennent un bordel encore plus difficile à identifier. Et donc voilà. Et donc moi qui ai grandi dans ce cadre-là, j'ai cru que la fuite serait le meilleur moyen. Pas étonnant que je sois aux États-Unis à 10 000 km. Et en fait, que dalle, quoi. Tu peux aller dans l'espace où tu veux. Les missions qui te sont assignées, les missions intergénérationnelles, les traumas, tu peux faire un travail brillant, les camoufler en étant ultra fonctionnel, en payant tes factures, tout ça, en allant en vacances. Mais tu sais très bien quand tu es tout seul dans ta salle de bain, ou quand tu vois les négligences parfois que l'on peut causer à ses enfants de manière inconsciente. Donc voilà. Et donc j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo quand je reparlerai de l'aliénation parentale. Il semblerait que les traumas, pour pouvoir survivre, te mettent dans un état d'inconscience. Et en fait, c'est pas étonnant quand tu penses à la vie, le conditionnement qu'on a lié à l'environnement. Donc pour peu que tu aies un certain nombre de traumas qui n'ont pas été résolus ou tu n'as eu personne pour t'accompagner, donc le trauma devient une force inconsciente
qui dicte et qui façonne ton ego. Hein. Et à la fin, tu t'identifies à l'ego, à tes traumas, et tu sais plus qui contrôle quoi. Donc tu as tes traumas, tes comportements inconscients ou automatiques qui te manipulent, et toi, tu t'identifies aux symptômes hein, sans t'en rendre compte. Et donc tu deviens une force errante qui a juste pour but de faire semblant et de survivre. Et donc moi j'espère que j'ai assez de batterie sur le téléphone. Ça me fait 2 fois que j'ai le signal. Peut-être que le téléphone me dit bon, Thème, il serait temps de comment dire en anglais, wrap up. Donc j'invite à chaque personne, chaque parent, et surtout lorsqu'on a des enfants, de ne pas attendre les dégâts pour faire quelque chose. Et c'est pour ça que lorsqu'on est... Je soupçonne grandement qu'une bonne partie d'entre nous sommes dans des formes d'errance hyper élaborées, où en fait le vernis que l'on met est vraiment hyper bien fait et qui t'empêche finalement d'accéder à réellement qui tu es. Et c'est uniquement lorsqu'il y a des grandes souffrances, lorsqu'on voit qu'on a fait du mal à ses proches, à ses enfants sans s'en rendre compte, que là on se dit merde, j'ai été en errance, en inconscience. Et j'oubliais un de mes plus grands combats dans cette vie, c'est de tout faire pour limiter d'être en inconscience. Ma plus grande angoisse, c'est de traverser cette vie et de ne pas être conscient d'un certain nombre de choses, surtout si elles ont des répercussions négatives vis-à-vis de l'autre. Donc voilà. Et j'avais mis... où est-ce que c'est ? Bref, j'avais fait la liste des solutions contre pour guérir un peu plus ou moins de ces traumas. Et merde, ça doit être celui-là. Ouais. Je me marre parce que des fois j'écris les titres de certains épisodes futurs, et il y en a un que j'ai appelé la tyrannie de la gentillesse. J'en parlerai une prochaine fois. Donc ah ouais, putain. Mince alors, je retrouve plus. Bon ben, je vais devoir arrêter là quoi. J'avais une liste de choses. Ah voilà, comment guérir des traumas. En fait, j'ai foutu mes traumas et tout sur ChatGPT, et je lui dis sors-moi la liste. Et après en avoir parlé avec un de mes coachs, je lui ai demandé une liste un peu exhaustive de ce qu'il faut faire quand on a des traumas de l'enfance. Et donc bien sûr, le premier qui sort, c'est d'avoir une thérapie. Mais il y a plusieurs types de thérapies. Il y a une que j'ai pas essayée qui s'appelle le CBT, qui en anglais qui veut dire Cognitive Behavioral Therapy, qui permet un peu de changer la manière dont tu perçois les choses, de recadrer tes pensées, de ne pas être dans des pensées, dans des fausses pensées. Ensuite, il y a cette technique qu'on appelle le EMDR. J'en ai fait une fois et qui a l'air d'être assez puissante. En fait, c'est une technique, je ne sais pas de quand, où en fait, pendant que tu revis le trauma de l'enfance, on te passe un stylo ou quelque chose, une lumière devant tes yeux, et que tu puisses regarder la lumière ou le stylo pendant que tu reprocesses l'événement traumatique afin de pouvoir complètement vivre. Et apparemment, ça aurait un lien neurologique. Enfin, bref, ça a l'air très puissant. Si tu regardes sur YouTube, tu vois des témoignages hallucinants. Apparemment, des fois, c'est l'un des derniers recours pour sortir de certains traumas bien balèzes. Ensuite, après, il y a les techniques. Je ne vais pas tout lire, mais
Je mettrai la liste peut-être en commentaire. Sinon, il y a bien sûr la méditation. Après, il y a aussi le phénomène, l'écriture. Hein. Donc, tous les jours d'écrire et d'écrire des pages, et sans avoir besoin forcément de les relire plus tard. Et juste l'exercice d'écrire et de coucher sur papier nos pensées, nos ressentis, nos réflexions. Donc le journal intime. Après, il y a des techniques respiratoires. Et après, ça c'est intéressant, il y a aussi se laisser aller à des expressions créatives ou artistiques, se mettre à peindre ou à écrire, ou à... bien sûr, l'aspect physique, hein, faire du sport ou du yoga. Après, il y a des techniques de compassion pour se donner à soi, d'être un peu plus doux avec soi-même. Et après, il y a les quêtes spirituelles qui aident, c'est sûr. Ou la prise de produits hallucinogéniques. C'est en grand boom en ce moment, où en fait des scientifiques, des psychologues découvrent que finalement certaines substances hallucinogènes ou certaines drogues te donnent un accès à un moment donné à une perception qui résout certains de tes traumas quasiment instantanément. Avec juste une session, ça ne veut pas dire que tu dois devenir drogué et après avoir d'autres problèmes. Et après, la dernière option, c'est les thérapies de groupe, ou de partager ces expériences avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais pas en faire 1 milliard, 2 milliards. Et donc voilà, en tout cas, merci à vous tous de m'écouter, de me permettre de partager certaines choses qui ont conditionné une bonne partie de ma vie, et aujourd'hui vous m'aidez à avancer et accéder à un niveau de perception que je pensais inimaginable, ne serait-ce qu'il y a 1 an ou 2. Voilà. Merci les amis, à bientôt, bisous.